Lorsque j'ai commencé à travailler la sécurité sociale, je suis parti de ce qui m'est ensuite apparu être une mythologie, c'est-à-dire il était une fois le Conseil national de la résistance, une union des communistes aux gaullistes, la CGT a 5 millions d'adhérents, le Parti communiste 30% des voix, le patronat dans les choux du fait de la collaboration. Et ces circonstances avaient permis la création de la sécurité sociale au terme des ordonnances d'octobre 1945. Mon travail de recherche m'a conduit à poser ce discours comme un mythe. Et ce qui me paraît au contraire particulièrement utile d'apporter à un moment où le mouvement populaire, même s'il est marqué par des dynamiques permanentes, les gilets jaunes, des occupations d'usines, des grèves, etc., etc., ce mouvement populaire est sur la défensive depuis plusieurs dizaines d'années. Et il est très important, à mon avis, de restituer l'histoire populaire du régime général de sécurité sociale qui va subvertir en 1946 la sécurité sociale. En 1945, rien ne se passe. Tout est déjà là. En 1945, vous avez 70 000 salariés dans 1000 caisses de sécurité sociale. C'est une institution tout à fait considérable qui a été créée à l'initiative patronale depuis la fin du XIXe siècle. Vous avez au cœur de ce dispositif de sécurité sociale les allocations familiales qui sont une arme de guerre contre la hausse des salaires. Il a été inventé d'abord pour les fonctionnaires parce que c'était les seuls dont le salaire faisait l'objet d'un débat public à la fin du XIXe siècle lors du débat parlementaire sur la loi de finances. Et puis il s'est étendu ensuite au secteur privé. Il s'agit d'éviter la hausse générale des salaires en la concentrant sur les seuls chargés de famille. Et la CGTU, par exemple, la CGT animée par les communistes, va combattre avec une très grande fermeté les allocations familiales. Les allocations familiales, c'est ce qui va permettre, par exemple, lors des occupations d'usines de 1936, de convertir une revendication de hausse des salaires de 30% en une hausse des salaires de 15% et puis 15 points de cotisation patronale à la caisse des allocations familiales gérée par les patrons. C'est pour cela que selon la combativité des entreprises, vous allez avoir des boîtes dans lesquelles les allocations familiales sont le minimum légal de 1932, 4% du salaire brut, mais ça peut aller jusqu'à 17% du salaire brut dans les boîtes où il y a eu une très grosse combativité et où une revendication en 1936 de hausse des salaires de 35%, mettons, c'est traduit par 17% d'allocations familiales et 17 ou 18% de salaire. Cette institution, donc, qui est gérée par les seuls patrons, est au cœur de la sécurité sociale en 1945. Et à côté de ça, vous avez, depuis 1930, les assurances sociales qui combinent une couverture maladie et une couverture vieillesse dans des caisses gérées de manière paritaire, dans des caisses départementales gérées de manière paritaire. Mais paritaire, ça veut dire patronale, puisqu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Et donc, à côté de cela, vous avez, depuis la fin du XIXe siècle, une obligation de couverture également des accidents du travail et maladies professionnelles. Et là, c'est des compagnies d'assurance qui gèrent le dispositif. Et puis, vous avez, au-delà des assurances sociales, qui concernent les salariés dont le salaire est inférieur à un plafond, vous avez des régimes d'assurance groupe pour tous les salariés dont le salaire est supérieur à ce plafond, que les entreprises passent à un niveau d'entreprise ou de branche avec des assureurs pour la couverture santé et vieillesse.
Vous avez également, depuis les années 20, le régime qui donnera lieu à celui de la SNCF lorsqu'elle deviendra SNCF en 1937. Vous avez le régime des fonctionnaires depuis le 19e siècle. Vous avez des dispositifs patronaux à l'initiative de l'Union des industries métallurgiques et minières, qui sont le cœur du patronat de l'époque, de l'UIMM, dans la métallurgie. Vous avez, bref, tout existe. Tout existe en 1945. C'est une initiative patronale. Donc la défense de la Sécu, pour moi, c'est un mot d'ordre qui n'a pas de sens. En revanche, ce qui s'opère, ça va être la subversion de la sécurité sociale, la subversion communiste de la sécurité sociale en 1946. En 1946, tout ce dispositif pléthorique, encore une fois, 70 000 salariés dans plus de 1000 caisses, va être unifié, pas totalement, y compris du fait de conflits internes aux syndicats, va être unifié dans un régime général. Et c'est cela la subversion. Subversion pourquoi? Parce que, à la dispersion d'institutions qui faisait que le salariat n'existait pas. Vous avez des logiques d'entreprise, de branches, des logiques territoriales. Les caisses d'allocations familiales, c'était territorial. Vous allez avoir une institution unique, une institution qui pose la classe comme classe, et qui la pose d'autant plus qu'elle est gérée par les travailleurs eux-mêmes. Nous avons 3/4 d'administrateurs salariés pour 1/4 d'administrateurs patronaux, et des administrateurs élus à partir de mars 1947, qui vont gérer, du fait de l'unicité du régime, le tiers de la masse salariale dès 1947, l'équivalent de la moitié du budget de l'État, et davantage que le budget de l'État dans les années 60. On est donc dans une subversion de la sécurité sociale. Ce sont les travailleurs, et non pas les patrons, qui gèrent. Et le taux de cotisation, qui était jusque-là extrêmement disparate, j'ai parlé des allocations familiales qui allaient de 4 à 17% du salaire brut selon les entreprises, mais les taux de cotisation étaient extrêmement disparates, qui faisaient aussi que nous n'avions pas de dispositif de classe, et que finalement c'était au patron de prendre l'initiative de choisir tel ou tel taux de cotisation. Ce substitut est remplacé par un taux unique interprofessionnel de cotisation. Gestion par les travailleurs, unicité du régime, taux unique interprofessionnel de cotisation. Là, nous sommes dans la subversion communiste de la sécurité sociale. Le régime général de sécurité sociale, qui a été construit en 6 mois, de janvier à juillet 1946, par des travailleurs qui ont fait face à une hostilité totale, interne à la CGT, puisque les socialistes dans la CGT étaient hostiles au régime général. Donc seuls les communistes, les trotskistes et les anarchistes se sont battus pour le régime général. Hostilité partisane, les ministres communistes sont sur des strapontins pendant 1 an, de novembre 1945 à décembre 1946, lorsque en décembre 1946, Léon Blum les chasse pour faire un gouvernement SFIO homogène. Donc fenêtre de tir très courte, 1 année, sur des strapontins, ce qu'on donnait des communistes, vous voyez, le travail, la santé, puis démerdez-vous avec ça. Aucun ministère régalien, rien du tout ça. Hein. Donc le mythe du CNR, Union des communistes gaullistes, c'est un mythe absolu. Prenons De Gaulle, qui est obligé de nommer 5 ministres communistes, ça l'exaspère tellement qu'il démissionne dès janvier 1946. De Gaulle devient un opposant absolu au gouvernement dès lors qu'il y a une présence de communistes. Et sur cette fenêtre de tir qu'ils savent extrêmement courte, les militants de la CGT vont construire ce régime général, unifier 1000 caisses pour en faire 200. Ils souhaitaient n'en faire que 100, une par département. Mais les ordonnances de 1945 sont une défaite de la CGT. En août 1945, la CGT avait préconisé dans l'Assemblée provisoire, parce qu'il n'y avait pas encore eu d'élection législative, une seule caisse, et elle est battue, et il y aura 2 caisses pour les allocations familiales d'un côté et pour la santé et la vieillesse de l'autre. Et
dès qu'il s'agit de transformer 1000 caisses en 200 caisses, et donc il faut trouver des locaux, on est en pleine destruction également post-guerre, des locaux plus vastes que les locaux des caisses jusque-là existantes. Dès qu'un militant communiste de la CGT a trouvé un local vide, il est immédiatement préempté par un ministère tenu par les socialistes ou par le MRP, les démocrates chrétiens. Donc, face à une hostilité à peu près totale, vous avez une mobilisation populaire entièrement imprévue, construite certes par des décennies de travail politique ou syndical, mais imprévue, comme souvent les mobilisations populaires. Et cette mobilisation populaire va générer une fierté considérable. Pourquoi? Parce que l'enjeu de cette mobilisation, c'est la responsabilité économique. Ce n'est pas la protestation, ce n'est pas l'action en défense. C'est devenir responsable de la gestion de l'équivalent, dès le départ, de la moitié du budget de l'État. Et tous les textes de la CGT de l'époque sont extrêmement intéressants, hein, quand ils nous montrent la fierté. La fierté de travailleurs qui, envers et contre tout, ont conquis une responsabilité économique. Tant qu'il n'y a pas de conquête de responsabilité économique, il n'y a pas constitution d'une classe révolutionnaire. La classe révolutionnaire se construit dans la conquête de la responsabilité économique, et c'est précisément ce qui s'opère en 1946. Et c'est pour cela que ça va faire l'objet d'une lutte de classe inouïe, avec un patronat et des gouvernements obsédés par le fait que les travailleurs perdent le pouvoir sur le régime général en particulier. Ce qui sera le cas d'ailleurs. Que vont faire ces travailleurs au pouvoir? Que vont faire ces travailleurs en responsabilité économique? Eh bien, ils vont faire ce que fait une classe révolutionnaire. Ils vont changer la définition de la valeur économique. Ils vont changer la définition de ce qui vaut. Ils vont changer le statut du travailleur. Ils vont changer le régime de propriété de l'outil. Ils vont s'attaquer aux institutions du travail. Ils vont changer le travail. La première mesure d'ampleur qui est prise concerne les allocations familiales, dont j'ai dit que c'est une création patronale vilipendée par la CGTU et qui va devenir l'institution la plus populaire, plus aujourd'hui, compte tenu des conditions de fonctionnement des CAF, mais l'institution la plus populaire qui affirme quoi? La loi d'août 46, la loi Croizat d'août 46, pose les allocations familiales comme du salaire. C'est du salaire. Et c'est du salaire complètement déconnecté de l'emploi. Jusque-là, il fallait être dans l'emploi pour avoir droit aux allocations familiales. Hein. Quelqu'un est en emploi actif, occupé. Hein. C'est quelqu'un qui était au chômage, qui était en arrêt de maladie, n'avait pas droit aux allocations familiales. Là, il y a une déconnexion complète de l'emploi et des allocations qui sont posées comme salaire. Donc, ça devient un salaire lié à quelqu'un qui n'a pas d'emploi. C'est le passage de la qualification du poste qui caractérise le salaire de l'emploi à la qualification de la personne. C'est la personne même qui est titulaire du salaire. Alors certes provisoirement, en tant que parent, pas au nom d'une qualification professionnelle, mais vous voyez que c'est extrêmement intéressant, et c'est en ce sens-là que l'institution est révolutionnaire, de poser le droit au salaire comme lié à la personne, et c'est 225 heures pour 2 enfants, c'est 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie. Et à l'époque, même s'ils en faisaient plus qu'aujourd'hui, les ouvriers spécialisés de la métallurgie ne faisaient pas 2700 heures par an. La loi Croizat d'août 46 pose les parents comme plus productifs que les ouvriers de la métallurgie. Vous voyez, nous changeons, et c'est ça la pratique révolutionnaire, nous changeons la définition de ce qui vaut. Qu'est-ce qui a valeur? Qu'est-ce qui a valeur économique dans nos activités? Eh bien, être parent a valeur économique. La deuxième grande mutation qu'opère le ministre communiste Croizat avec le régime général concerne la retraite. La retraite,
il va pour cela transposer dans le secteur privé le régime des fonctionnaires. Le régime des fonctionnaires, il a été construit sur la base de la distinction entre le grade et le poste. Un fonctionnaire, il a une qualification liée à son grade. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Son salaire n'est pas lié à son poste. La qualification du fonctionnaire n'est pas liée à son poste, elle est liée à son grade. C'est une qualification personnelle. Et c'est pour cela que la pension, c'est la poursuite du meilleur salaire. Sans aucune cotisation dans la fonction publique d'État. Sans aucune caisse. Il n'y a aucune caisse. Il n'y a pas de caisse qui verse, qui collecte des cotisations et qui verse des pensions dans la fonction publique d'État. C'est le trésorier payeur général de tel ou tel département qui est chargé de ça. Les fonctionnaires continuent à être payés jusqu'à leur mort puisque le fondement de leur salaire, ça n'est pas la qualification de leur poste, c'est leur qualification personnelle. Et qu'est-ce que fait Croizat en 1946? Il transpose dans le secteur privé le régime général, le régime de retraite des fonctionnaires, en disant que les retraités ont droit à un pourcentage de leur meilleur salaire. À l'époque, les 10 dernières années, ça deviendra les 10 meilleures années en 72, mais l'enjeu, c'est que ça devienne progressivement, je sais pas, les 5 meilleures années et au bout du compte, les 6 meilleurs mois, comme dans la fonction publique. Il s'agit de remplacer le salaire. Là, aucun compte, je dis bien qu'aucun compte n'est tenu des cotisations versées, strictement aucun. La pension de retraite est construite comme le droit à la poursuite du salaire par les retraités. Aujourd'hui encore, peut-être ne savez-vous pas, tellement l'idée du j'ai cotisé, j'ai droit est devenue malheureusement majoritaire, sur les 327 milliards de pensions de retraite, je prends les statistiques, les dernières connues, celles de 2016, il y en a 240 qui sont calculées sans tenir compte du tout des cotisations versées par leurs bénéficiaires. C'est le salaire de référence multiplié par les trimestres validés. Et donc, et les trimestres ne sont pas du tout validés en fonction des cotisations versées, mais en fonction du niveau de salaire perçu, y compris s'il n'a même pas été déclaré. Vous avez vu le film Mammouth où Depardieu reconstitue sa carrière avant sa retraite en allant trouver ses employeurs, dont Ciné, l'homme d'aide économique, qui lui dit « Écoute, bien sûr que non, tu es tellement con que je ne t'ai pas déclaré. » Enfin, Ciné surjoue son Ciné. Et vous voyez qu'il reconstitue sa carrière. Il n'y a pas eu de déclaration, il n'y a rien eu, il reconstitue. Il y a par un témoignage, soit d'employeurs, soit d'autres salariés. En aucun cas, la retraite n'est la compensation des cotisations versées. En aucun cas. La retraite, c'est le droit à la poursuite du salaire parce qu'un retraité, c'est un travailleur. L'action révolutionnaire, ça consiste, entre autres, à étendre, à sortir la définition du travail de sa définition capitaliste. Et il faut le faire quand on sait combien le capital malmène le travail aujourd'hui. En matière de santé, le régime général, là encore, va s'inscrire complètement dans une optique communiste, à l'inverse, enfin en contradiction avec la logique capitaliste. Nous avons, dans les dernières années de gestion par les travailleurs, puisqu'en 1967, cette gestion est supprimée, avec la bénédiction de Force ouvrière, dans les dernières années de gestion par les travailleurs, à partir de 55, 56, 57, vous allez avoir une mutation complètement de la production de soins qui était pratiquement inexistante jusque-là, avec la création des CHU, avec une technicisation des hôpitaux qui jusque-là étaient des mouroirs, et avec le conventionnement des médecins et des soignants de ville qui jusqu'ici n'étaient pas remboursés, il n'y avait rien. Donc en 61, vous avez le remboursement des soins de ville, et puis vous avez entre 58 et 75 une mutation stupéfiante de l'appareil hospitalier. Tout ça s'est fait sans appel au marché du travail. Ce sont des fonctionnaires, création d'une fonction publique hospitalière, alors formalisée par le ministre communiste Le Pors en 84, mais qui existe de fait à partir des années 60. Ou alors des travailleurs indépendants qui passent convention avec l'assurance maladie et qui du coup sont sortis de la dépendance vis-à-vis de leur performance marchande. Ils sont libérés
de la logique marchande, tout en restant travailleur indépendant, ce qui est extrêmement intéressant comme invention de statut d'un travailleur indépendant, libéré de la logique marchande par convention avec l'assurance maladie. Donc vous avez en termes de statut du travailleur une innovation fondamentalement communiste. On sort les travailleurs de l'aléa du marché du travail, on les sort de l'aléa du marché des biens et services s'ils sont travailleurs indépendants, on les pose comme titulaires d'une qualification, on pose le salaire comme un droit politique lié à la personne et non pas à la performance sur le marché. Et puis, en matière de financement de l'investissement, c'est tout à fait spectaculaire. Il y a certes un appel au crédit, mais qui est second par rapport à un financement par subvention. L'énorme investissement que représente la création de la production de soins, de l'appareil de production de soins dans les années 60, se fait sans endettement des hôpitaux. Ils sont subventionnés par une hausse du taux de cotisation à l'assurance maladie. Et vous voyez comment, là, nous sommes dans une logique qui va rendre possible la propriété d'usage de l'outil par des soignants qui ne soignent pas pour rembourser une dette. Ils soignent pour soigner, ça change tout. Et une propriété patrimoniale de l'outil par une collectivité publique. Voilà un modèle communiste de propriété de l'outil. Propriété d'usage par les travailleurs, propriété patrimoniale par une collectivité publique. Eh bien, ça veut dire quoi aujourd'hui? Devenir ou redevenir communiste? Faire pareil. Conquérir la responsabilité économique dans des institutions macroéconomiques gérées par nous-mêmes. Et par exemple, pour conclure, dans les 7 minutes qui me restent, je fais la proposition, pas tout seul, hein, nous y réfléchissons ensemble à Réseau Salariat, dont vous avez le stand sur les rencontres. N'hésitez pas à venir discuter avec les camarades de Réseau Salariat et à laisser votre adresse pour être contacté ultérieurement. Et puis avec la Confédération paysanne, avec le CIVAM, avec des ingénieurs d'Agrista, qui est un groupe de l'ISF, d'ingénieurs sans frontières. Et nous réfléchissons à une sécurité sociale de l'alimentation sur le modèle de la sécurité sociale du soin. L'enjeu, c'est de sortir de l'agrobusiness. Pour sortir de l'agrobusiness, il faut agir en amont sur la production de l'alimentation. Pas en aval, par des réglementations en aval sur la façon dont des groupes capitalistes vont produire vertueusement. Tout ça, c'est des illusions. Il s'agit de sortir la production de l'alimentation des griffes du capital. Soit le capital qui produit les outils, Massey Ferguson, etc., les intrants, Bayer, la grande distribution, bien sûr, Lactalis, enfin, les acheteurs et les distributeurs des biens. Il s'agit de sortir l'alimentation des griffes du capital. N'inventons pas l'eau chaude, soyons fidèles à au déjà là, que nous avons su créer. Créons une cotisation de sécurité sociale de l'alimentation. On réfléchit à une cotisation qui générerait 120 milliards d'euros. Je rappelle que la PAC, c'est 10 milliards d'euros. Donc on a un tout autre niveau. Ça permettrait d'assumer à peu près la moitié du budget d'alimentation des ménages. Et il faut arriver à ce niveau-là si on veut en finir avec Carrefour, Lidl, l'agrobusiness, etc., etc. Comment est-ce que cette cotisation, qui représente 8% de la valeur ajoutée marchande, 120 milliards, c'est 8% des 1400 milliards, serait financée? Bien, par le non-remboursement de dettes à même hauteur. Vous voyez, on est en amont, pas en aval. On ne cherche pas à taxer le capital. Taxer le capital, c'est le légitimer. On l'assèche. On l'assèche et on le fait fuir. Il n'y aura plus de prêteurs s'ils ne sont pas remboursés. Mais nous n'avons pas besoin de prêteurs, puisque nous avons fait la démonstration avec la création sans crédit, par subvention, des hôpitaux
que nous produisons nous-mêmes la valeur économique correspondant aux besoins de l'investissement. Il n'y a pas besoin de s'endetter pour investir. Il s'agit d'investissements qui sont subventionnés, qui génèrent à travers le travail plus productif ou plus nombreux qu'ils rendent possible une valeur nouvelle qui va être cotisée en T+1 pour subventionner l'investissement en T+2, etc., etc. Nous avons su remplacer le cycle profit-crédit par le cycle subvention-cotisation. Enfin, cotisation-subvention. Eh bien, on va faire pareil. Ça suppose tout un travail dans les entreprises de délégitimation de la dette. On a fait tout un travail sur l'illégitimité de la dette publique, mais il faut aussi faire un travail sur l'illégitimité de la dette d'investissement des entreprises. Certes, on va laisser Drahi crever sous ces dettes, qui sont pas des dettes d'investissement, c'est des dettes pour augmenter, purement spéculatives, pour augmenter son patrimoine. Là, on va le laisser crever sous ces dettes. En revanche, nous allons mener une bataille pour le non-remboursement des dettes d'investissement, à hauteur de cette cotisation nouvelle, qui va remplacer le fait qu'on forge nos chaînes en remboursant des prêteurs capitalistes, en travaillant pour rembourser des prêteurs capitalistes qui nous prêtent ce qu'ils nous ont piqué, parce qu'ils ne peuvent nous prêter que ce qu'ils nous ont piqué. On va remplacer ça par une cotisation qui va nous donner la maîtrise de 120 milliards d'euros. Et qu'est-ce que nous allons faire de ces 120 milliards d'euros que nous allons gérer nous-mêmes? Par exemple, nous pouvons en affecter 80 à la consommation de biens d'alimentation, en mettant sur la carte vitale de chacun 100 euros par mois. Ça fait 80 milliards. Aussi pour que les 65 millions de présents sur le territoire, c'est un droit évidemment du sol, soient titulaires de cette carte. Et nous, de cet abondement mensuel. Mais ces 100 euros par mois qui vont solvabiliser une partie du besoin d'alimentation en biens bruts, en biens élaborés, bière, pain, etc., en restauration aussi, possible, ne pourront être utilisés qu'auprès de professionnels conventionnés, comme pour l'assurance maladie. Et on ne va pas être con, on ne va pas conventionner Carrefour, ni l'agrobusiness. On va conventionner tous les alternatifs qui existent aujourd'hui. Dieu sait si la filière de production, de distribution de l'alimentation connaît une multitude d'alternatives qui sont menacées de marginalité ou de récupération et qu'il s'agit au contraire de confirmer en solvabilisant à grande hauteur, sans faire la morale sur la bonne consommation. On va pas s'adresser à la morale individuelle. Il ne sera possible, on va augmenter les salaires de 100 euros, non pas en monnaie d'espèces, mais en monnaie en nature, comme l'assurance maladie. Chacun disposera de 100 euros de plus, chaque personne, 300 euros s'il a 2 gamins, enfin, etc. Et cette augmentation des salaires, compensée par un non-remboursement de dette pour les entreprises, ne sera utilisable qu'auprès de professionnels qui correspondront à des exigences communistes de production, propriété de l'entreprise par les salariés, non-appel au marché des capitaux pour financer l'investissement, salaire à la qualification personnelle des professionnels. De si le mot bio ne suffit pas, parce que le bio peut être fait de façon totalement esclavagiste, et c'est le bio des grandes surfaces, il est totalement esclavagiste. Bio, bien sûr. Vous voyez comment nous allons retrouver l'offensive sur un projet. C'est ça qui nous manque. Fédérer sur un projet. Et ce que je dis là sur la sécurité sociale de l'alimentation, ça peut parfaitement être transposable à une sécurité sociale du transport, de proximité, à une sécurité sociale de l'habitat, à une sécurité sociale de l'énergie, bref, de tous les grands postes sur lesquels il y a aujourd'hui péril écologique majeur. Redevenons communistes et nous serons heureux et inventifs.